Électron Libre, une émission qui se propose de poser des questions multiformes. Comment va notre terre? Celle qu'on appelle notre terre-mère, celle qui nous nourrit. Dans une première émission, on est allé du côté de la réserve de Valbois, du côté de Clairon. Et puis, il va être question aujourd'hui comment cette réserve peut être vivre naturellement, sans, je veux dire, l'intervention de l'homme, ou comment l'homme peut arriver à gérer ça. C'est avec Paul-Marie, Jean-Yves Cretin et puis Emmanuel Cretin aussi. Alors, Emmanuel Cretin qui est responsable, enfin qui directeur, je ne sais pas le titre. Conservateur. Voilà. Oui, alors donc effectivement, replaçons quand même le sujet de la forêt, donc qui est un sujet qui est vital dans la lutte contre le changement et le dérèglement climatique. On a parlé lors de la précédente émission et dans l'introduction du fait que la forêt est toujours considérée comme un puits de carbone, donc en cela un des outils de lutte contre le changement climatique. Il y a aussi des opérations de communication, l'opération planter 1 million d'arbres par une association, mais on a compris au cours des émissions précédentes que le sujet nous semblait beaucoup plus complexe que cela, et en tout cas on a pensé que l'une des opérations ou des expériences donc en Franche-Comté venait largement compléter les approches que nous avions pu avoir avec le Parlement de la forêt, les travaux présentés par l'ADEME en région, et puis la question de la santé avec le DSF, donc le département santé des forêts de la DREAL ou du ministère. Je ne sais pas exactement comment il se situe, il est hébergé par la DREAL. Et donc, savons-nous réellement ce qu'est une forêt aujourd'hui, la forêt de chez nous en tant que telle? Qu'est-ce qui se passe dans la forêt où il n'y a pas que, comme je disais, pas que des arbres, des loups et des champignons, hein. Il y a aussi beaucoup d'autres choses dans la forêt. Et puis, le cas de la réserve du ravin de Valbois, ce n'est pas uniquement la problématique de la forêt, c'est plus large, hein. On a vu dans l'émission précédente que finalement on pouvait isoler trois secteurs différents. Les pelouses sèches, je vais très très vite, hein, les pelouses sèches, le fond du vallon qui d'ailleurs inspire le titre de cette émission, la libre forêt, et puis la partie avant le fond du vallon, qui est une partie qui peut-être ressemble un petit peu plus au quotidien. Et donc c'est dans ce sens-là que nous avons invité Emmanuel Cretin, donc qui est conservateur de la réserve nationale du ravin de Valbois, pour qu'il nous parle de cette expérience. Et donc, mais en préalable, je pense que Jean-Yves, qui a été j'allais dire un éminent chercheur à une époque qui a précédé la définition de la réserve et qui a suivi bien évidemment pendant son activité professionnelle, de nous apporter quelques mots complémentaires sur l'aspect tripartite de cette forêt. Et ensuite, je donnerai la parole à Emmanuel Cretin en fait, nous avons deux Cretins autour de la table aujourd'hui, oui. Donc voilà. Oui. Bien, pour poursuivre sur des opérations, sur la réalité de son quotidien. À toi, Jean-Yves. Oui, merci. Donc, je l'évoquais un petit peu la semaine passée. Là, hein, c'est une réserve un peu emblématique de certains milieux qu'on peut trouver en Franche-Comté sur terrain calcaire horizontal, hein, sur dalles calcaires horizontales, et avec cette reculée qui est un des fleurons finalement de géomorphologie jurassique. Et cette reculée de Chassagne, elle a l'avantage, enfin de Clairon, Valbois, moi j'ai l'habitude de dire Chassagne, donc ça me vient comme ça spontanément à l'esprit, hein, c'est comme Bonnevaux. Quand je parle du Haut-Doubs, je pense à Bonnevaux. Oui. Donc c'est un... Emmanuel en parlait aussi la semaine dernière, hein, cette reculée, elle apporte littéralement, elle apporte trois situations différentes. Le plateau, qui, comme on est dans les calcaires qui sont très fissurés, un plateau qui fatalement est relativement sec, aride presque sur la frange. La falaise, qui est un milieu différent, encore plus difficile à coloniser que la partie aride, et puis la partie du fond qui repose sur des niveaux marneux. Tous les calcaires qui ont, tous les morceaux de falaise qui sont éboulés sont enterrés dans ces marnes ou ont disparu par dissolution.
Et on a donc un troisième milieu qui est beaucoup plus humide, hein, Marne, ça retient l'eau assez facilement, et c'est là qu'on trouve des pelouses marnicoles particulières par leur végétation et par leur faune. On va y trouver les arvers, par exemple, et puis les parties forestières qui sont dans la fraction la plus éloignée que l'homme peut atteindre, et cette forêt est donc tout au fond, la forêt, pas primaire, mais la première forêt qui s'est régénérée après les déforestations des siècles antérieurs, c'est la partie la plus profonde, avec des arbres qui sont, pour certains en tout cas, plantés, ou ont été semés, ou se sont ressemés à partir d'autres cultures. Et donc on a bien ici trois unités qui, j'allais dire, n'ont rien à voir. Le mot est un peu fort, mais qui peuvent être prises de façon unitaire. Nous, quand on a fait nos recherches entomologiques, on s'est surtout intéressé à ce qui se passait dans les pelouses sèches. Mais évidemment, la prospection des falaises est quand même un peu plus difficile. Il faudrait faire de l'alpinisme pour aller voir ce qui s'y passe. Et puis la partie pelouse marneuse, on l'a investiguée de façon relativement simple avec des systèmes de piégeage. Et puis la partie forestière, on l'avait pratiquement pas prospectée. Oui. Donc ces trois unités, elles peuvent être prises comme ça. Elles sont tellement différentes les unes des autres, il y a évidemment des échanges, mais elles sont tellement différentes les unes des autres qu'on peut les traiter à part. C'est pour ça que la forêt en libre évolution, dans le fond de la vallée, est une sorte de bijou comme les pelouses qui ont été réaménagées pour se réouvrir et sur lesquelles la réserve entretient des animaux qui font pression sur la végétation pour éviter qu'elle prennent toute la place. Ces unités, à la limite, étant rassemblées au même endroit, c'est ça qui fait l'originalité et la richesse du lieu, de Chassagne, du ravin. Et la valeur du support, hein, du support à la fois pédagogique, support de recherche. C'est un milieu, c'est un ensemble de milieux très originaux, complémentaires d'une certaine façon quand on s'intéresse à ce qui se passe dans les milieux franc-comtois. Voilà, alors là c'est la vision du professeur, si je puis dire. Il n'y a rien de péjoratif par rapport à cela, n'est-ce pas, Jean-Yves? Et d'un point de vue opérationnel aujourd'hui, quelle réaction les propos de Jean-Yves, qui fut votre professeur, vous inspire-t-elle aujourd'hui? Emmanuel. Bonjour d'abord. C'est vrai, effectivement. Oui, parce que j'ai pas eu encore le temps de présenter. Donc moi, je suis donc le conservateur de la réserve naturelle du ravin de Valbois et je suis employé par le conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté, qui est le gestionnaire de cette réserve. Oui, Jean-Yves a bien rappelé un petit peu ce qui compose et ce qui fait l'originalité du ravin de Valbois. Nous, il est vrai que sur la réserve, on travaille, en tout cas les actions de gestion portent principalement sur la partie des pelouses, puisque originellement c'est ça qui avait aussi motivé la mise en place de cette réserve, entre autres. Donc là, on a nous un troupeau d'ânes sur lequel qu'on fait pâturer sur ces pelouses pour les entretenir. Mais bon, le pâturage, c'est bien, ça permet d'entretenir ces milieux de façon extensive, mais ça implique quand même des interventions humaines et du coup des opérations de débroussaillage, parce qu'il faut repasser sur les rejets, les refus ligneux, puisque c'est des milieux qui restent quand même relativement dynamiques. Si on n'y fait rien, c'est-à-dire que si on fait rien, c'est la forêt qui revient. Voilà, donc nous, on a des ânes qui nous permettent de gérer ces milieux qui sont très intéressants pour les garder ouverts. Et ces ânes, j'allais dire ces renards, ces ânes, ils sont sur les pelouses sèches ou ils sont sur les pelouses au fond du vallon? Les ânes, ils sont à la fois sur les pelouses marnicoles et sur les pelouses sèches sur le plateau de Chassagne. Et ces ânes appartiennent au conservatoire d'espaces naturels. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là de la gestion, plutôt sur les milieux ouverts. Et on collabore également avec, parce que dans la réserve, on n'a pas une réserve d'Indiens, il y a donc un propriétaire, on l'a dit, c'est la famille Dessay, qui fait de l'exploitation forestière sur la partie aval, et puis il y a aussi un exploitant agricole qui est le GAEC du Pater, et on travaille aussi en collaboration avec le GAEC, puisque depuis cette année, on a un peu testé le pâturage avec des limousines, des bovins,
qui est complémentaire. Nos ânes ne mangent pas tout, notamment les cornouillers, et on a testé du pâturage avec des jeunes bovins de race limousine, et c'est très intéressant. Donc on a là une bonne collaboration qui est engagée avec le pater, avec le GAEC, et ça va nous permettre peut-être d'avoir un pâturage plus complet, voilà, parce que c'est quand même très coûteux en énergie et en temps de repasser, de faire des travaux de réouverture, quoi. Mais ça semble logique en tant que tel, mais en même temps, cette collaboration avec l'exploitant agricole, c'est à partir d'une opportunité où lui voulait s'engager dans une extension de son activité avec des vaches, parce que les limousines, c'est des vaches allaitantes, c'est-à-dire que c'est sous la mer. Alors effectivement, le GAEC du pater, essentiellement son activité, c'est le lait pour le comté avec des Montbéliardes, mais ils ont récupéré une ferme sur l'Isine où là il y avait un atelier avec un troisième associé qui avec un petit atelier de vaches allaitantes. Donc c'est pour ça que moi quand je suis arrivé l'année dernière sur la ravin de Valbois, j'ai rencontré le GAEC du pater et lui ai proposé cette intervention là. Parce que ça me semblait intéressant d'étudier ce que peuvent faire les bovins. On a un troupeau conservatoire aussi au Seine avec des bovins et des équins, et on sait que les bovins sont intéressants, en tout cas sur certaines repousses ligneuses. Donc on a testé ça avec eux. C'est plutôt, en tout cas, un bon test pour cette année qu'on va reconduire en 2025. C'est vraiment très intéressant. Électron libre, le magazine des problématiques environnementales et sociétales actuelles sur RCF, animé par Claude Farc. Voilà, on retrouve nos invités, Emmanuel Crétin, Jean-Yves Crétin et puis Paul-Marie Guinchard. Toujours on est dans le vallon de Valbois. Alors c'est quelque chose de très intéressant. Il y a 3 entités, mais il y a peut-être aussi, on va aller voir du côté des bestioles peut-être. Il y a à la fois les bestioles en question, comme vous dites, mais en même temps il y a, je pense, l'un des volets le plus intéressant, enfin celui qui à mon sens est le plus intéressant, c'est la notion de la liberté de la forêt libre ou libre forêt, comme on a dit. Donc voilà le plutôt. Mais les deux, je pense que la faune dans cette libre forêt peut-être représenter des caractéristiques vraiment intéressantes. Emmanuel. Alors effectivement, la libre évolution, on peut peut-être définir aussi le concept oui. Qui est assez récent finalement. En fait, la libre évolution, au sens strict, c'est un espace en libre évolution. C'est un lieu où la nature s'exprime de façon spontanée et sans activité humaine extractiviste, c'est-à-dire par exemple pour la forêt, sans coupe de bois par exemple, et sans activité humaine intrusive, c'est-à-dire sans activité de loisirs ou de choses comme ça. Ce qui ne veut pas dire que ça, pour autant des réserves d'Indiens on ne va pas. On peut aller dans une forêt en libre évolution, mais on laisse faire la nature, on laisse faire les mécanismes naturels et on regarde comment ça se développe et comment ça évolue. Alors ça évolue sur des pas de temps très longs, évidemment, notamment la forêt. Mais c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Et si on reprend un petit peu ce que dit Baptiste Morisot, qui est un philosophe, il dit « La libre évolution n'est pas une mise sous cloche, mais la préservation de potentiel évolutif, de résilience et de dynamique écologique spontanée, nécessaire en elle-même et autour. » C'est-à-dire que, voilà, on laisse exprimer ces mécanismes-là, et ça permet aussi à ces milieux-là, et c'est ça qui est intéressant, aussi d'être certainement beaucoup plus résistant face au changement et au dérèglement climatique. Parce qu'on n'y va pas, on ne va pas tasser les sols, on ne va pas abîmer la régénération. Voilà. Pour autant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de suivre ça et de l'étudier. Donc il y a différents suivis, des protocoles, et nous on le fait pas tout seul, il y a des choses qu'on fait en interne, et puis il y a des choses qui sont faites aussi avec les universitaires, avec les scientifiques. D'accord, ok. Voilà donc le principe, la définition. Alors maintenant, la libre forêt au fond du ravin de Valbois. Alors là, il faut relativiser parce que... Qu'est-ce qu'elle apporte? Alors c'est déjà une forêt au grand maximum. La forêt a testé depuis au moins 2 siècles sur le fond de Valbois, mais elle a été exploitée quand même. Et le fond de Valbois, en gros, on peut dire qu'il y a à peu près 1 siècle sans exploitation forestière. Donc finalement, quand on va au fond de Valbois, ce qui est intéressant, c'est cet aspect confiné, très humide, avec beaucoup de mousse. On a l'impression d'être un peu dans un milieu tropical. Mais par contre, ce qui surprend, c'est qu'il n'y a pas de très très gros bois. Alors déjà pas de très gros bois parce qu'on n'est pas sur des sols très fertiles, mais parce que ça a été exploité, ça a été coupé à blanc. Il y avait des charbonniers, on faisait du charbon de bois, et il y avait une vie au fond des forêts, si je puis dire, avec des gens qui y vivaient. Et ce qui surprend quand on va au fond de la réserve de Valbois, moi je m'attendais à trouver beaucoup plus de gros bois. Or ça manque, c'est très gros bois, et ces très gros bois ils sont très intéressants pour la biodiversité.
Parce que il va y avoir des cavités, de la pourriture, du bois mort, et là-dedans, on va avoir des insectes, des végétaux qui vont se développer et qui sont liés au bois mort. Et ça manque énormément dans nos forêts exploitées. Donc en ça, la libre évolution, les forêts où on touche pas, c'est également très intéressant. Puis on a aussi des insectes comme les cirfes, par exemple, qui sont des diptères, qui sont des insectes très intéressants à étudier parce qu'ils sont indicateurs de la bonne santé des écosystèmes. Et le fait de ne pas les trouver, ça veut dire qu'il manque des choses. Et voilà. Donc, à Valbois, il manque des très gros bois avec beaucoup de bois mort. Voilà. Et ça, on a des systèmes pour mesurer l'évolution du bois. Oui. Donc là, on voit que depuis 20-25 ans, on a beaucoup plus de bois mort, mais du bois mort récent, si je puis dire, qui n'a pas encore eu le temps de se décomposer et qui est issu surtout du dépérissement forestier et notamment de la maladie des frênes. Voilà. J'allais justement poser la question, est-ce que cette forêt en libre évolution, elle résiste mieux aux maladies ou pas? Visiblement non. Enfin, le dépérissement du frêne, c'est un champignon, voilà. Mais une forêt qui va être diversifiée avec diversité d'essences, diversité de types de peuplement, de structures, si on n'y va pas et qu'on tasse pas les sols, par exemple, ou qu'on blesse pas la régénération, va être forcément beaucoup plus résistante que des monocultures, par exemple, de résineux, qui, elles, en cas de tempête ou d'attaque parasitaire avec, par exemple, des typographes, ce qu'on appelle les bostriches, vont beaucoup être sujettes à du dépérissement. Donc, une forêt diversifiée avec des essences multiples restera beaucoup mieux. Et puis, il y a plein d'autres intérêts aussi. La forêt, c'est pas que l'usage économique. Il y a aussi un usage récréatif, mais il y a aussi un enjeu fort pour la biodiversité. Ça, et on manque aujourd'hui de très vieilles forêts en France, quoi. Et en Europe, globalement. Alors, justement, la biodiversité sur cette libre forêt du fond du Valent de Valbois, la faune, dans les faits, la flore, bon, elle est liée, je pense, aux caractéristiques habituelles de ce que l'on trouve dans une forêt qui n'est pas exploitée. Par contre, au niveau de la faune, est-ce qu'il y a une faune particulière qui s'est maintenue ou qui s'est... alors, au niveau flore, on a quand même plus de champignons, de mousses que par ailleurs. C'est vrai que je pense aux plantes de base. Voilà. Il y a tout aussi les micro-organismes qu'on oublie, mais surtout, c'est tous les insectes liés au bois mort, au bois saproxique. Au total, on a recensé 7000 espèces à Valbois. Faune et flore. Et là-dessus, il y a au moins 5000 espèces d'arthropodes. Donc vous voyez, des invertébrés, des insectes surtout, beaucoup. Et on n'a pas étudié la faune du sol, où là, ça chiffre par millions d'espèces différentes et on ne connaît pas tout. Voilà. Ce serait intéressant d'étudier le sol. Ah bah tout à fait, c'est un compartiment qui a été malheureusement trop oublié, trop négligé, que ce soit en agriculture comme en foresterie. Voilà. Après, par rapport aux espèces originelles, après on va trouver des pics par exemple, toutes les espèces d'oiseaux cavernicoles liées aux vieilles forêts. On va trouver aussi certaines espèces... C'est-à-dire les oiseaux qui vivent dans la forêt, dans les troncs d'arbres. Dans les troncs d'arbres, les cavités, qui vont aussi se nourrir de ces insectes liés au bois mort. Voilà. Et puis, on a des espèces comme, par exemple, le sonneur à ventre jaune, qui est un amphibien, un crapaud, qui est plutôt une espèce pionnière qu'on va trouver dans les milieux forestiers, dans les ornières ou dans des mares. C'est un crapaud, un gros... C'est un petit crapaud, c'est la taille de l'ancienne pièce de 5 francs, si vous voulez. Pour ceux qui connaissent, c'est un bon grenouille. Voilà. Alors, il y a quand même une particularité à Valbois, c'est qu'on les suit depuis plusieurs dizaines d'années. Vous nous avez précisé ça, oui. Avec un suivi photographique, en photographiant les taches qu'ils ont sur le ventre. Et on a comme ça pu mettre en évidence, c'est un record mondial, d'un crapaud sonneur qui a vécu plus de 30 ans. Qu'on a dénommé Pépère. D'une année sur l'autre, vous l'avez retrouvé avec les photos. Ah ouais, avec les photos. La reconnaissance faciale. C'est un peu ça, voilà, il y a des points positifs dans la reconnaissance faciale. Et alors Pépère, moi je l'ai pas retrouvé cette année, alors peut-être qu'il est parti... Pépère, c'est votre sonneur à ventre jaune. Oui, voilà. Et il est peut-être parti en retraite avec Dominique Langlois, l'ancien conservateur, je sais pas. Il l'a emmené dans ses bagages. Ce serait quand même étonnant. Mais vous allez peut-être le revoir. Je l'ai pas retrouvé cette année, mais bon, peut-être que je suis passé à côté. Oui, parce que dans les faits, c'est des pièges, vous mettez des pièges photos. C'est pas des pièges photos. On prospecte les endroits favorables, les ornières, et puis on les capture et puis on vérifie. Ça doit être passionnant la chasse aux crapauds. C'est les côtés intéressants du travail. Oui.
J'imagine quand même, effectivement, oui. Donc on s'aperçoit effectivement que la réserve nationale naturelle du Fond de Valbois, c'est une ressource extrêmement importante qui est peut-être méconnue en Franche-Comté. Où est-ce que vous souhaitez rester dans un giron un peu scientifique, universitaire Elle est connue par les universitaires, les naturalistes, les scientifiques. Après, c'est une réserve où on peut alors, y aller. Est-ce qu'elle est ouverte au public? Voilà. Quelles conditions, comment ça se par passe? contre, on a aménagé un chemin où on favorise plutôt ce cheminement-là qui passe par les vignes de Valbois et qui revient par le plateau de Chassagne et le Castel Saint-Denis. Oui. Voilà, mais on peut aller... Quand on va dans le sens montant, voilà, on peut la prendre dans le sens descendant. Tout à fait. Ouais. Après, on peut quand même aller se promener au fond du ravin de Valbois. Par contre, la réglementation interdit les groupes de plus de 9 personnes. Ou en tout cas, il faut une dérogation pour y aller. Mais ça reste des milieux quand même très compliqués d'accès. Voilà, donc ça reste un petit peu quand même une réserve un peu confidentielle quand même, même si on peut... C'est logique. C'est complètement logique. Oui, c'est logique. Et puis ça reste une propriété privée, n'oublions pas. Donc les propriétaires sont pas non plus envie de voir débouler énormément de monde au fond de Valbois. Et c'est bien aussi que dans cette réserve, il y a peut-être des secteurs moins sensibles sur le plateau, où là c'est ouvert au public, et sur le fond, il faut effectivement peut-être limiter la fréquentation. Quoi. Oui. Voilà. Oui, puis pour le grand public, c'est quand même l'intérêt, c'est quand même aussi le paysage. Oui. Parce qu'évidemment, la plupart des insectes ou des plantes ou des animaux qui sont originaux, intéressants, remarquables, à part les gros, évidemment, qu'on peut voir facilement, le grand public ne les voit pas. Et même si on les voit, il y a des on a panneaux. du mal de les faire. Il y a des panneaux. Oui, alors il y a de la sensibilisation déjà au départ. Le paysage est extraordinaire. Il faut y aller au moins pour le paysage. Il y a un sentier balisé, voilà, qui passe par les vignes et qui revient par le plateau de Chassagne. Et puis au départ de Clairon, moi j'invite aussi les gens qui veulent venir consulter. Il y a une exposition permanente qui, dans les locaux de la réserve, dans le village de Clairon, sous abri, où les gens peuvent venir consulter. Il y a une expo. Nous arrivons au terme là, du temps qui nous est imparti. Moi, je voulais conclure simplement deux mots sur le fait que la fontaine de Léry sur Chassagne a fait l'objet d'une restauration qui nous lie à Courbet. Et je voulais terminer sur Courbet, parce que quand j'étais enfant, j'ai bien connu ce vallon de Valbois, je pourrais en parler longtemps. Courbet avait un âne, vous avez remis des ânes. Cet âne, il l'avait appelé Jérôme, ça c'est une chose, mais aussi il avait laissé quelques traces dans ce que moi j'appelle la cabane viticole, dans les vignes, parce que quand il était en mal avec les Ornanais, il venait se réfugier ici et méditer et penser à peut-être des tableaux qu'on avait. Alors malheureusement, effectivement, la famille Courbet avait une ferme au fond de Valbois, et il y avait des fresques, alors que moi évidemment je n'ai pas connu, parce qu'aujourd'hui c'est une ruine, j'ai sur le cadastre, voilà, et la fontaine de Léry a été rénovée récemment par la commune de Chassagne. Il faut qu'on en reste là. Merci Emmanuel, merci Jean-Yves, merci Claude pour cette émission très riche. À bientôt.